Aujourd'hui, on clôt la série des vidéos du forum consacré à la bioéthique en partenariat avec What's Up Doc, avec un nouveau thème au programme des États généraux, le dernier que vous avez retenu, intelligence artificielle et robotisation. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, la médecine est un marché prioritaire pour l'intelligence artificielle. La robotique médicale et la e-santé sont en plein essor et la médecine du futur se présente comme une nouvelle utopie. Une médecine qui promet un meilleur niveau de santé pour les populations et un réel progrès pour l'humanité. Il est fort à parier que la médecine de demain sera hautement prédictive, préventive, personnalisée, mais aussi potentiellement hautement déshumanisée. Alors quels sont les grands enjeux de ce qu'on peut appeler la nouvelle technomédecine? Allez, on ouvre quelques pistes. Alors depuis l'humiliante défaite de Kasparov en 97 face à Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, on a compris que l'intelligence artificielle avait de beaux jours devant elle. L'intelligence artificielle, l'IA, c'est la discipline scientifique qui vise à simuler l'intelligence humaine, notamment via des programmes informatiques. Donc le but, c'est de créer des machines à penser capables de recréer artificiellement le système cognitif humain. Alors en 1950, on n'en était encore qu'au balbutiement de l'informatique, mais déjà Alan Turing posait une question existentielle majeure: est-ce que les machines peuvent penser? Alors aujourd'hui, près de 70 ans plus tard, que nous apporte et que nous promet l'IA dans le domaine du soin? L'intelligence artificielle en médecine permet notamment d'optimiser le diagnostic médical. Le champion du diagnostic médical, c'est Watson, un superordinateur développé par IBM en 2006, capable de traiter un volume de données absolument colossal en une fraction de seconde pour proposer un diagnostic optimal. Même s'il fait encore polémique, on vante ses mérites surtout en oncologie. En 2016, dernière prouesse au Japon, Watson a détecté chez une patiente une forme rare de leucémie que les médecins n'avaient pas diagnostiquée en comparant les données médicales de la patiente avec près de 20 millions d'études d'oncologie clinique. Sur la base du diagnostic de Watson, on a pu réorienter le traitement. On peut citer Ultromix, ça c'est une IA qui a été développée par des chercheurs anglais et qui est capable de détecter diverses pathologies cardiaques et cancers du poumon de façon plus fiable et plus précoce que les médecins. Par exemple, sur le dépistage des nodules cancéreux, Ultromix devancerait de 6 mois l'analyse humaine. On peut citer également IDXDR, qui est développé aux États-Unis. Sa commercialisation a été validée en avril dernier. En fait, c'est un logiciel qui est capable de détecter la rétinopathie diabétique. Donc c'est une forme de complication du diabète qui apparaît dans le fond de l'œil. Et le logiciel est capable de la détecter en complète autonomie, il n'y a plus besoin de médecin. Alors du côté de la robotique, qui est une branche de l'intelligence artificielle, concrètement, on va développer la capacité d'autonomie des machines pour aider les soignants dans leur activité par exemple. En chirurgie, on a un exemple récent, le robot Da Vinci, qui est présent dans plusieurs hôpitaux de France. C'est un robot imposant muni de 4 bras articulés et d'une caméra endoscopique qui répète au geste près l'intervention du chirurgien. L'avantage, c'est la réduction des risques infectieux, des séquelles post-opératoires et une intervention moins invasive. Bon, donc les avantages promis par ces nouvelles technologies, c'est une amélioration de la qualité des soins, c'est une promesse économique surtout, par la réduction des coûts notamment associés au traitement par un dépistage plus précoce, une réduction des risques d'erreur, une diminution des durées de consultation et donc un gain de temps, une optimisation des diagnostics, etc. Juridiquement, dans le domaine de l'IA, tout reste à construire. Si erreur médicale il y a lors d'une opération pratiquée par un robot, ou si un mauvais diagnostic est posé sur la base de l'analyse d'une IA, qui est responsable? Le praticien? Celui ou celle qui a conçu la machine? Et où s'arrête la responsabilité du concepteur d'IA? La santé aujourd'hui, c'est un gigantesque système de données. C'est sur ce volume de données que se fonde l'intelligence artificielle. Et la question est de savoir comment on encadre cette médecine des algorithmes. Ce qui permet à une IA comme Watson de fonctionner de façon optimale, c'est ce qu'on appelle le deep learning ou apprentissage profond. En gros, c'est un système d'apprentissage automatique fondé sur un réseau de neurones artificiels qui permet à l'algorithme une boucle d'apprentissage autonome. En bref, le programme est capable d'apprendre par lui-même sans soutien humain. Watson peut croiser un nombre incalculable de données mises à jour à la seconde, comme le profil du patient ou les dernières publications scientifiques. Il y en a quand même 700 000 par an, un médecin sera jamais capable d'intégrer toutes ces infos. Alors Watson ne crée pas de connaissances à proprement parler. En fait, il va ingurgiter une foule de données, chercher des corrélations entre elles et ainsi créer une boucle d'apprentissage autonome. Alors évidemment, la question qui se pose avec ce phénomène de croisement des données, c'est celle des libertés individuelles, du respect de la vie privée et bien sûr celle du contrôle des données. En 2016, la branche de Google dédiée à l'intelligence artificielle qui s'appelle DeepMind avait conclu un partenariat avec les hôpitaux londoniens pour exploiter les données d'environ 1 600 000 patients dans le but de développer STEAMS, qui est une application de détection d'insuffisance rénale. Et en 2018, la CNIL britannique a finalement jugé que l'échange de données n'avait pas respecté les règles du consentement de chaque patient. Et en fait, Google avait eu accès non seulement aux données des patients concernés par l'insuffisance rénale, mais aussi aux données de tous les autres patients, avec des données ultra sensibles, du type des personnes qui sont porteuses du VIH ou qui ont fait des overdoses par exemple.
En France, le chantier est ouvert, notamment depuis la loi de 2016 pour une république numérique. Le dernier rapport Villani de 2018 va également dans le sens d'une restructuration de notre système de données de santé, le SNDS, et la réflexion est aussi engagée à l'échelle européenne. Plus de transparence des données, mais quelle gouvernance? Qui en contrôle l'accès et à quelle fin? Les dangers de la collecte massive de données, pour le coup, c'est un véritable enjeu de démocratie sanitaire. L'exploitation des données, c'est un des leviers majeurs de la médecine de prédiction. Plus on accumule des données et des connaissances, notamment dans le domaine de la génétique, et plus on va être capable de prédire précisément les événements de santé des personnes. Donc l'intérêt, ça va être de réduire au maximum les risques en proposant des parcours de soins ultra personnalisés. Mais l'un des dangers du tout prédictif, c'est de faire de l'individu un patient omniscient, pleinement informé quant à ses risques, et donc pleinement responsabilisé sur sa propre santé et maître de ses choix. Et de se dédouaner petit à petit d'une pensée politique collective de santé publique. En gros, si t'es à haut risque de cancer du poumon et que t'en as été informé, ne tient qu'à toi de ne pas fumer, et sinon d'en assumer les conséquences. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle nourrit encore beaucoup de fantasmes. Pour l'instant, très clairement, elle est incapable de se passer de la raison humaine. C'est surtout un outil d'aide à la décision. Elle crée pas de concept, par exemple. Néanmoins, elle chamboule déjà complètement la relation médecin-patient. Quel sera le rôle du médecin si le diagnostic est pris en charge par un algorithme? Bon, si on veut qu'un médecin puisse juger de la décision d'un algorithme, il faudrait qu'il puisse appréhender, justifier les décisions de cet algorithme. Et en fait, c'est tout le problème de l'effet boîte noire de ces systèmes numériques. On peut perdre de vue le sens clinique du diagnostic. Concernant la médecine prédictive et personnalisée, des dérives sont évidemment à craindre. Sous couvert de renforcer l'autonomie des patients, par l'usage d'objets de santé connectés par exemple, on renforce surtout le contrôle d'une forme de biopouvoir, pour parler comme Foucault. En permettant aux États et aux multinationales un accès à tout un tas de données sur nos comportements, nos habitudes de vie, nos intentions, nos humeurs, etc., on s'expose surtout à leur instrumentalisation. Grâce à la récolte de toutes ces données, le biopouvoir a toute latitude pour surveiller les populations, identifier les besoins thérapeutiques, marchander ou vendre les données à des labos, à des publicitaires, voire de manipuler nos comportements pour orienter, augmenter notre consommation de biens et de services. Alors dans le prolongement de cette idée, les nanotechnologies, elles sont assez fascinantes et elles ouvrent énormément d'horizons. On parle même de nano-santé. Récemment, il y a des ingénieurs américains qui ont mis au point des nanorobots qui sont capables de nettoyer le sang de ces toxines qui sont produites par les bactéries. Et en fait, la nanomédecine, elle change complètement notre vision du biomédical. Comme on peut détecter la pathologie ultra précocement, on observe le corps plus qu'on ne le traite finalement. On maintient la santé, on gère le risque. C'est un peu comme si on manageait notre propre santé. Il y a un sociologue et philosophe, Mathieu Nourri, qui parle de management personnalisé de sa santé. Et en fait, sous l'effet des nanotechnologies, on entrerait dans l'ère de la surveillance technologique des corps, sans symptômes. Ce qui irait tout à fait dans le sens de notre système productiviste capitaliste. On gère personnellement notre capital santé, et on consomme toujours plus pour qu'il soit le meilleur possible. Surveillance et rentabilité pour une parfaite santé. Alors surveillance, mais aussi mise à distance. On peut s'interroger sur la valeur sociale de ces innovations quand elles viennent à la rescousse d'un système humain à bout de souffle. Au Japon, par exemple, le gouvernement a misé sur les robots pour pallier la pénurie de soignants. Et en fait, c'est les robots qui vont prendre en charge une partie de la gestion logistique des soins infirmiers. Donc la robotique de service est en marche avec l'arrivée des robots compagnons, des robots dits sociaux pour prendre en charge les personnes âgées par exemple. Et évidemment, le risque, c'est une déshumanisation de la pratique médicale. Et dans ce contexte, la question des inégalités n'est pas non plus à écarter. Le MIT Technology Review a récemment alerté sur les effets de la médecine prédictive, à savoir un accroissement des inégalités sociales de santé. Des traitements ultra personnalisés extrêmement coûteux et le fait de pouvoir génétiquement modifier le vivant pourrait créer dans le futur une société au sein de laquelle les groupes sociaux supporteraient un fardeau médical plus ou moins important en fonction de leur potentiel d'accès à ces techniques. Menace d'une médecine à deux vitesses, une médecine réservée aux riches. Bon, l'idée c'est pas de prôner le seul usage du stéthoscope pour la médecine de demain, la technologie n'est pas problématique en soi. Mais le risque, ce serait pour l'homme de tomber dans une forme de servitude volontaire vis-à-vis de cette technologie. Alors pour reprendre les mots de Georges Bernanos dans son pamphlet La France contre les robots, c'était en 1947, il écrivait « Le danger n'est pas dans la multiplication des machines, mais dans le nombre sans cesse croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. » Bon, c'était la dernière vidéo du forum avec What's Up Doc. Vous pouvez retrouver l'intégralité des débats synthétisés sur le site des États généraux de la bioéthique. Et nous, on se retrouve sur notre chaîne Viens voir le docteur.